Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On a entendu Éric Zemmour et la réponse à mots couverts d'Emmanuel Macron qui dit il faut de la bienveillance, il faut que le calme revienne dans le pays. Samy Sfaxi, vous êtes sur place à Bourges où se trouve le président Macron avec Olivier Gangloff. Évidemment, il s'agit d'un duel à distance entre les deux hommes. Et puis il y a aussi ce sondage qui donne pour la première fois Valérie Pécresse en tête des intentions de vote au second tour face à Emmanuel Macron. Tout cela fait que l'agenda politique est en train d'être bousculé pour le président. Oui, et c'est vrai qu'on a l'impression, en effet, Laurence, qu'il y a ce duel à distance qui commence entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, et c'est à l'image, quelque part, de ce déplacement ici dans le Cher. Alors, bien sûr qu'Emmanuel Macron, il est venu avec son costume de président de la République, mais c'est vrai que c'est quand même un déplacement de campagne qui ne dit pas son nom. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il a fait ce matin la tournée des commerces de la ville, il s'est entretenu avec les habitants, il a pris le soin de leur répondre, il s'est donné vous savez, ces fameux jeux de selfie avec la population. Donc bien sûr qu'il est chef de l'État et qu'il y a des urgences économiques à traiter, mais il est aussi, on le sait, en déplacement de campagne. Et il y a cette petite anecdote ou cette précision, Laurence. Par exemple, il est venu ici, dans le Cher. Il sera aussi demain dans l'Allier. Mais il est venu ici sans aucun ministre. Il est seul, sans aucun secrétaire d'État. C'est aussi pour concentrer et focaliser les regards sur lui. Donc c'est évidemment une stratégie politique, et ce sondage, cette percée de Valérie Pécresse, ça pourrait peut-être, et c'est une supposition, accélérer les choses pour Emmanuel Macron. Son entourage nous explique depuis plusieurs mois maintenant qu'il est sur un faux plat. Certes, il reste haut dans les sondages, mais il est sur ce faux plat. Il pensait annoncer sa candidature entre le 15 janvier et le 15 février. Ce sondage, ce nouvel événement pourrait rebattre définitivement les cartes. Merci beaucoup Samy Sfaxi, Olivier Gangloff. On vous retrouve tout à l'heure. Eugénie Bastier, votre analyse sur ce tout premier sondage, il faut le relativiser, Elab, pour nos confrères de l'Express, BFM et SFR. 52-48, c'est la première fois que quelqu'un l'emporte face à Emmanuel Macron. Évidemment, et le fait que Emmanuel Macron soit aussi haut dans les sondages aujourd'hui est assez trompeur en réalité, parce qu'on voit bien que Marine Le Pen l'était aussi jusqu'à ce que Éric Zemmour apparaisse comme une alternative. Or, Valérie Pécresse, effectivement, peut-être une alternative pour des électeurs de droite partis chez Emmanuel Macron. Donc ce chiffre si haut de 23-25% Emmanuel Macron est complètement trompeur à mon sens, et peut s'effondrer et s'effriter très très vite, sachant que d'ailleurs le sort d'Emmanuel Macron paraissait lié à celui de Marine Le Pen. Ils formaient tous les deux une sorte de tandem, de duo. L'une s'est vue bousculée par la candidature Zemmour, l'autre peut évidemment se faire bousculer par la candidature Pécresse, une candidature auquel il aura du mal à répondre, Emmanuel Macron, puisqu'il a installé ces derniers mois l'idée d'un clivage qui serait entre les modérés d'un côté, les radicaux de l'autre, le cercle de la raison face aux extrêmes, face aux outrances. Il l'a encore joué face à Éric Zemmour tout à l'heure en disant voilà, c'est le chaos, moi ou le chaos. On ne peut pas dire que Valérie Pécresse représente le chaos, c'est une forme d'hypothèse raisonnable, peut-être plus à droite que lui. Et donc, il a de sérieuses raisons de s'inquiéter de cette candidature de Valérie Pécresse, à savoir comment il va y répondre. Est-ce qu'il va vouloir y répondre en faisant de la surenchère dans la droitisation, ou au contraire en essayant de remobiliser des électeurs de gauche, peut-être même des électeurs de Jadot. On verra comment se dessinera sa campagne dans les prochaines semaines. Est-ce que vous pensez qu'il y a un effet femme autour de la candidature de Valérie Pécresse ou pas du tout ? Ça joue certainement, parce que dans l'univers actuel, dans l'ère du temps, c'est un atout d'être une femme, et justement elle vole peut-être ce côté de la modernité à Emmanuel Macron. Personnellement, moi je n'y suis pas favorable, et je pense qu'elle n'aurait pas intérêt en tout cas à accentuer cette idée-là. Elle en joue sans en jouer. D'ailleurs, les femmes qui ont réussi dans l'histoire en politique, les femmes de droite, je pense à Merkel ou Thatcher, elles n'ont jamais joué cette carte-là. Elles ont toujours joué la carte de la compétence, de la raison, et elles ont été élues pour cela, et elles n'ont jamais fait des tonnes sur leur sexe. Donc je ne conseillerais pas à Valérie Pécresse de jouer cette carte. Non, elle le dit comme un fait. D'ailleurs, dans les débats qu'elle a fait sur CNews et Europe 1, elle a juste dit voilà. Et puis c'est un fait. Je suis une femme. Elle n'a pas fait un argument de campagne. Première femme présidente. En même temps, dans l'univers saturé de testostérone auquel on assiste tous les jours, par contre, peut-être que ça fait pas de mal. Non, mais ça fait pas de mal sans le dire. Faire du bien sans le dire, sans en faire un argument de campagne, comme l'a fait Hillary Clinton. Je suis convaincu bien qu'elle avait déjà imprimé des affiches en disant première femme présidente des États-Unis. Je pense que ça a quand même été accueilli par beaucoup de gens, une bonne partie de l'opinion, par quelque chose de positif, d'avoir une femme candidate avec une chance d'être élue présidente de la République. Ça séduit quand même quelque part beaucoup de gens. Une femme présidente de la République, ça n'est jamais arrivé.
Et donc, c'est quelque chose qui peut effectivement jouer à la faveur de Valérie Pécresse. C'est une percée quand même très spectaculaire, reconnaissons-le, et qui peut pas être simplement... 52-48, oui, c'est vraiment clair. Ah bah alors je parle même pas du deuxième tour, parce que honnêtement, les sondages et les résultats du deuxième tour, on en a vu d'autres, et ça devrait inciter à la prudence. Néanmoins, la percée est très forte, un peu inattendue, reconnaissons-le. Ça démontre, me semble-t-il, modestement, qu'il y avait une certaine déshérence dans l'électorat filloniste, dans l'électorat de la droite. On savait plus très bien vers qui se tourner. L'électorat était un peu désarçonné par ses défaites successives. Certains, d'ailleurs, ont depuis plusieurs années relié Macron, et d'autres s'interrogeaient. Zemmour, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'on allait faire ? Et là, on a une espèce de, je dirais pas de bouée de sauvetage, mais les Républicains renaissent, après une primaire qui s'est bien tenue globalement. Il y a un élément ferme, intransigeant, qui est Ciotti. Il y a eu, la journée d'hier a montré que les deux allaient s'entendre. Si le discours de Valérie Pécresse, à mesure que les jours vont passer, les semaines vont passer, se concrétise, durcit son approche, bref, est de droite, avec une vraie politique telle que les électeurs de droite la souhaitent, je ne prends pas pour argent comptant ce sondage du deuxième tour. Néanmoins, on va enfin assister à une présidentielle qui va nous ménager quelques suspens. Goldnadel, est-ce que d'abord, revenons à ce sondage qui donne pour la première fois quelqu'un en capacité de battre Emmanuel Macron. C'est la première fois depuis quelques mois. Il serait agi de Valérie Pécresse. Est-ce qu'encore une fois, c'est une tendance qu'il faut évidemment prendre avec précaution, parce qu'il y aura d'autres sondages et encore d'autres sondages et encore d'autres sondages. Ça donne une tendance de ce qui se passe, une dynamique à droite ? Ah non, si d'aventure ce sondage était confirmé par d'autres sondages, il n'est pas douteux qu'il serait de grandes conséquences pour la campagne, et notamment pour la primaire à droite. Parce qu'on peut parfaitement imaginer une sorte de vote utile au sein de la droite, puisqu'il n'y a pas 12 000 places pour le second tour, et où des sympathisants de Zemmour comme de Marine Le Pen seraient tentés, avec ou sans enthousiasme, mais par le sens des réalités, de formaliser un vote dès le premier tour pour une Valérie Pécresse qui, malgré tout, sans abonder totalement dans la version de droite de Ciotti, n'a pas été d'une grande timidité. Je voudrais quand même faire deux autres remarques par rapport au sujet que vous avez formulé. J'ai relativement apprécié dans la forme le discours de Zemmour de dimanche. J'ai moyennement goûté sa mise en cause aussi personnalisée de la personne du président de la République, mais lorsque lui-même appelle au calme, je me permets de lui rappeler, avec tout le respect que je lui dois, que lorsqu'il comparait les populistes à des lépreux, ça n'était pas spécialement pour calmer les esprits. Enfin, mon esprit d'équité pathologique est un peu réticent à considérer que lorsqu'on parle de Madame Valérie Pécresse, c'est une femme, et est-ce que ça peut effectivement être une incitation pour certains à vouloir porter une femme, et curieusement, lorsqu'il s'agit de Marine Le Pen, elle est dénuée de tout sexe. Je trouve ça un peu étrange. Jean Garrigue, je me tourne vers vous qui êtes historien. Ce sondage-là, qui met Valérie Pécresse très proche d'Emmanuel Macron à 52-48, mais ce n'est qu'un sondage, il faut le relativiser, ça marque un tournant pour vous dans la campagne ? On peut dire que ça marque un tournant qui, au fond, n'est pas surprenant. La France est à droite, très, très clairement. On le voit, on le sent depuis... D'ailleurs, c'était déjà le cas en 2017. Et c'était une sorte d'exploit de la part d'Emmanuel Macron d'avoir réussi, avec cette idée et à droite et à gauche, de fédérer notamment et de rallier une partie de cette droite. La candidature de Valérie Pécresse, avec l'effet immédiat qu'elle suscite, elle permet de gagner 5 points au second tour par rapport à ce qu'étaient les prévisions de Xavier Bertrand, par exemple, face à Emmanuel Macron. Donc c'est quelque chose d'important. Il y a une progression très, très nette. Maintenant, cette progression, et je rejoins la réflexion de mon voisin sur Marine Le Pen, cette progression, elle va se retrouver face à deux impondérables qui sont quand même de taille, et deux obstacles de taille. C'est que pour faire l'union
l'union de ces droites, il faut passer par-dessus Marine Le Pen, qui est quand même bien installée dans son couloir, avec un électorat captif. Très important. Elle est à 15% dans le premier tour. Au premier tour, Emmanuel Macron, 23%, 20% Valérie Pécresse, Marine Le Pen, 15%, Éric Zemmour, 14%. Voilà. Et Éric Zemmour, qui n'est pas à négliger, parce qu'on a vu que son discours et les thèmes qu'il porte avaient percuté une partie de l'électorat, là aussi avait créé quelque chose dans l'électorat, ce qui veut dire que pour l'instant, il va y avoir une lutte à 3 pour le ticket du second tour, qui, à mon sens, ne va pas être aussi, lénifiante que pouvait le penser mon voisin. Je pense que, d'abord, on a affaire à des électorats qui sont différents, sociologiquement, idéologiquement, qui sont différents, des personnalités qui n'entendent pas céder du terrain, et des différences qui sont quand même assez marquantes. Donc voilà, je pense que ça va être quand même quelque chose d'assez sportif. C'est intéressant. Oui, Jean-Claude Dacier ? Je trouve, au niveau des électorats, tu as sans doute raison, il y a évidemment des différences entre les trois. Mais je trouve que la primaire de la droite nationale, je ne vais pas l'appeler extrême droite, de la droite nationale, qui s'est installée, je pense que c'est une erreur de Zemmour, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, est assez mortifère. Oui. Et qu'en effet, si Valérie Pécresse est maligne, si elle fait quelques progrès dans l'expression publique qui est la sienne, où elle apparaît parfois encore un peu timide, un peu loin de son texte, si elle rentre dedans, y croit vraiment, et sur le fond, est ce qu'elle a commencé à être, là, on va assister en effet à un match amusant. Et je ne sais pas trop ce que ça donnera. Elle a de bonnes chances, Valérie Pécresse. Mais il faut aussi qu'elle remplisse sa part de contrat. Et le débat Pécresse-Macron, ce n'est pas inintéressant, Maître Goldnadel. Non, au fond, sur les idées, sur le programme. Pas inintéressant. Oui, alors je ne sais pas comment dans la forme, parce que Macron, c'est un bon client. Hein. Oui. C'est un bon client. Donc sur un débat, très sincèrement, il n'est pas facile à prendre quand même. Hein. Mais c'est vrai que Valérie Pécresse, même lorsqu'elle est un peu morigénée par Monsieur Scotty en disant attention, elle a trouvé, je trouve, si j'ose dire, le juste milieu bien à droite. Pour ne pas trop effaroucher la droite dure, sans faire fuir les centristes. Elle est quand même... Elle sait où se positionner. Absolument. On fait une petite pause. On se retrouve tous les trois dans un instant dans Punchline. On sera rejoint par Sarah El Haïry, la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. On lui parlera de ce premier sondage qui donne Valérie Pécresse donc en tête face à Emmanuel Macron au second tour au mois d'avril 2022. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dacier, Jean Garrigue, Maître Goldnadel et nous a rejoint Sarah El Haïry. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Vous faites partie du gouvernement de Jean Castex. On a ce sondage qui vient d'arriver et qui crée une forme de surprise dans l'opinion publique. Pour la première fois, Valérie Pécresse, la candidate désignée par les Républicains pour la présidentielle, devance Emmanuel Macron pour le second tour. Un sondage ELAB pour nos confrères de l'Express, BFM et SFR. 52% pour Valérie Pécresse. 48% pour Emmanuel Macron au second tour. Au premier tour, on a Emmanuel Macron à 23%, Valérie Pécresse à 20%, Marine Le Pen à 15%, Éric Zemmour à 14%. C'est une surprise pour vous de voir que la candidate de droite a enclenché une dynamique, évidemment, à la faveur de sa désignation par les militants LR. Vous savez, l'ensemble des candidats ne sont pas sur la ligne de départ aujourd'hui pour la campagne présidentielle. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron n'est pas candidat ? Bon, le président de la République n'est pas candidat à l'élection présidentielle à l'instant où on se parle. Donc les campagnes n'ont pas commencé et ça, c'est une réalité. Mais après, moi, la campagne a commencé. Non, elle a commencé. Que l'ait pas commencé pour Emmanuel Macron, peut-être. Ça, je vous l'accorde. Mais en tout cas, aujourd'hui, la campagne de la majorité n'a pas commencé. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'effet de la primaire, le fait qu'il y ait enfin une candidature unique, en tout cas pour la droite, crée une dynamique. Ça a toujours été le cas à la sortie de chaque primaire. C'est plutôt quelque chose d'attendu. Maintenant, ça ne vous inquiète pas, ce sondage où Emmanuel Macron est distancé par Valérie Pécresse au second tour ? Non, très sincèrement, non. C'est une dynamique qui est attendue. Dans le fond, moi, j'attends de voir parce que j'ai un doute, mais assez profond sur sa capacité à gérer son élasticité de pensée
entre maintenant et vraiment le moment de la campagne et le moment où on présentera les projets. Je vais vous donner un exemple très concret. Elle est déjà en train effectivement de draguer les propositions qui ont été portées par Éric Ciotti. On va voir jusqu'à quel point elle va aller jusqu'à Zemmour, et en même temps elle souhaite draguer des positions ou des propositions qui ont été faites ou que nous mettons déjà en place avec Bruno Le Maire sur l'économie. Je pense que cet équilibre-là va être difficile à tenir sur la longueur. Mais attends de voir. Valérie Pécresse a un programme qui a été établi, qu'elle a exposé largement lors des nombreux débats télévisés qu'elle a fait. A priori, effectivement, elle compte s'y tenir. Elle a déjà refusé l'idée de Guantanamo à la française que prenait Éric Ciotti. Elle semble assez ferme sur ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Alors, elle drague, je ne sais pas ce que vous... Alors, elle dévie. Est-ce que c'est une femme que vous dites le mot drague? Pas du tout. Vous savez, elle a été particulièrement blessante quand elle a parlé de potiche pour les femmes qui se sont exprimées quand on a fait notre meeting d'unité, de nos mouvements qui soutiennent la majorité. Il se trouve que j'étais l'une d'entre elles. Donc, très sincèrement... Ça vous a vexé? Oui. Parce que je considère qu'au contraire, plus il y a une expression, plus elle est portée, mieux c'est. Et donc quand je parle de draguer, évidemment, dans mon esprit, c'est plutôt la filouterie qui a été la sienne. Et je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, elle propose, ou en tout cas, elle s'accorde sur l'idée d'avoir des peines différenciées en fonction du territoire. En fonction du territoire. Ouais. C'est absolument anticonstitutionnel. Ça rompt toute égalité. Elle qui a fait des études de droit. Mais alors, comment on appelle ça? De la démagogie. Alors même que c'est inconcevable de considérer qu'on n'a pas la même peine en fonction de son adresse. Alors demain, ça sera en fonction de sa couleur de peau, en fonction de sa religion. C'est n'importe quoi. Alors elle ne franchit pas du tout ce cap, mais effectivement, non. Elle dit que dans certaines zones très aidées par l'État, si on commet une infraction, on a une sanction. C'est une rupture d'égalité entre les citoyens. Alors c'est le Conseil constitutionnel qui devra s'engager. Alors Jean-Claude Dacier veut prendre la parole. Il la prend d'ailleurs, sans me demander. Non mais je voulais vous demander si vous n'êtes pas un peu préoccupé par le silence du président de la République et de ses meilleurs soutiens, justement, sur les domaines qu'on appelle régaliens. Il n'y a rien sur l'immigration, rien sur la sécurité, pas grand-chose sur la justice. Monsieur Dupond-Moretti lance les états généraux, on verra s'il en sort quelque chose. Je trouve le président assez indifférent aux questions qui sont, à l'inverse, au cœur et au centre de la majorité des Français. Eh bien, au cœur et au centre de la majorité des Français, c'est la question de la sécurité et de l'autorité à tout âge, à tout niveau. Quand on fait la loi qui renforce les principes de la République, qui renforce la laïcité, quand on augmente le nombre de policiers et de gendarmes et on recrute 10 000, alors même que c'est le gouvernement de Mme Pécresse qui a réduit de plus de 10 000 policiers, quand on renforce les moyens de la justice pour avoir une justice beaucoup plus rapide, parce que c'est l'effectivité des peines qui manque dans notre pays, quand on remet le respect de l'autorité comme un fondamental à l'école, pour finalement faire quoi? Remettre en réalité le respect de l'autorité, de l'enseignant, du policier, du pompier, des parents, au cœur de notre société. C'est pas ça, être dans l'action. Vous tentez de le faire, Madame Valérie, mais c'est pas la réalité. Enfin, vous le savez. Personne n'en dit rien. Vous savez ce qui se passe dans les classes. Jean-Claude, ça vous embête si j'en place une? Vous savez ce qui se passe dans les classes, vous savez ce qui se passe dans les commissariats, vous savez, voilà, on moleste les professeurs, on tire des mortiers d'artifice dans les cours des collèges. Enfin, je veux dire, franchement, c'est bien de vouloir restaurer l'autorité, mais elle n'est pas. En fait, elle n'est pas là. Attendez, terminez, Madame Valérie. Elle n'est pas encore là pour une raison toute simple. C'est que la transformation, elle est en profondeur. Et ça ne se décrète pas, l'autorité. C'est aussi la responsabilité des parents. Et vous savez, quand on remet en place le service national universel et que notre projet, c'est de réunir toute une classe d'âge en portant un uniforme, en respectant des règles, c'est aussi réinvestir dans cette responsabilité de transmission de valeurs et de repères. Et ça, c'est vraiment à mettre à votre actif. Seulement, on est encore à quoi? 15 000 personnes qui font le SNU? L'année dernière, 15 000, cette année, 50 000, et vous avez raison. Il faut que ça monte en puissance. Je vous l'accorde, c'est l'objectif. 700 000 jeunes. Alors, la justice, je pense que ça vous a interpellé, Maître Golnadel. Oui, notamment la justice, mais j'ai plusieurs remarques à faire à Madame la secrétaire d'État. Avec tout le respect que je lui dois. D'abord, sur l'effet nouveauté de la primaire de Madame Pécresse, je ne suis pas sûr, inversement, que lorsque le président déclara, ce qui est quand même assez plausible, un jour sa candidature, alors que maintenant il profite du fait qu'il est encore président, je ne suis pas sûr que ça va lui profiter. Il sera au même rang que tous les autres, et on peut même imaginer, si on a un peu d'imagination, que ça peut le faire descendre. C'est une pure hypothèse intellectuelle de ma part. En ce qui concerne l'élasticité que vous prêtez à Mme Pécresse, vraiment, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas lui envier cette élasticité, c'est le président Macron, qui est capable d'expliquer un jour que c'est pas normal qu'un mâle blanc commande à un autre mâle blanc un rapport sur les quartiers, qui nous explique il n'y a pas très longtemps que le racialisme, c'était pas bien. Et enfin, très sincèrement, et je vous le dis franchement très gentiment,
l'autosatisfaction sur toutes les questions régaliennes, alors même que nous sommes à 5 ans maintenant du mandat présidentiel, je le vois moi en tant que professionnel de la justice, c'est encore pire. Je dis pas qu'il est responsable de tout, mais Dame Belloubet a été dans la prolongation totale de l'esprit de Dame Taubira. Et les promesses faites en matière de construction de prison ont été très peu respectées. Donc, bon. Alors, la réponse de Mme Alayri, tout ce que vous voulez dire, moi, je veux bien prendre tout l'héritage de notre pays. Moi, je vois de manière très factuelle les actions qui ont été faites. Alors, peut-être qu'on n'a pas été assez loin, suffisamment rapide, ça, je vous l'accorde. Il n'y a pas tellement de débat. Par contre, fondamentalement, qui, à un moment ou un autre, a mis les pieds dans le plat pour fermer certaines mosquées, pour fermer certaines associations d'extrême droite, pour renforcer, aujourd'hui, avoir plus de forces de l'ordre sur les territoires, pour aller réinstaller une justice de proximité plus proche, qui fait la réforme de la procédure pénale des mineurs. C'est très factuel, mais ce sont des exemples très simples. Et en parallèle, on fait quoi ? Bien, on relève aujourd'hui la formation des forces de l'ordre pour accueillir les femmes qui sont victimes de violences. On lutte contre le cyberharcèlement et le harcèlement. Et vous allez me dire, oui, mais c'est peine perdue. Mais vous savez, je crois qu'aujourd'hui, il faut répondre à chacun de ces besoins, les uns après les autres. Qui fait aujourd'hui le renforcement et l'installation des caméras dans nos métropoles de vidéosurveillance? C'est bien ce gouvernement. Mais exactement, c'est le ministre de l'Intérieur qui ne lâche pas une minute l'effort nécessaire. Certainement, ce n'est pas encore tout à fait suffisant, mais en attendant, on ne peut pas nous enlever le crédit de l'action sans aucune satisfaction de ma part. Jean Garrigue, une petite question, puis après on écoutera ce qu'a dit Éric Zemmour ce matin du président Macron. Oui, alors c'est pas une question, mais... Pardon, allez-y, Jean. Madame la secrétaire d'État se retrouve dans la situation qui va être celle d'Emmanuel Macron, situation difficile de défendre un bilan. Et de facto, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, ce bilan n'est pas nul. Je pense que la caractéristique du quinquennat Macron, ça a été d'essayer de prendre en main 30 ans d'erreurs et d'immobilisme dans tous les secteurs. J'ai l'impression que la société française a complètement explosé depuis 2017. On en parle sur la santé, sur l'école, sur la violence, sur l'immigration, etc. Tous les problèmes sont en train d'exploser. Alors évidemment, le bilan, on peut le critiquer et chacun peut s'en charger. Non, moi, la vraie question que je me pose, c'est la capacité, en fait, de Valérie Pécresse à mener une politique fondamentalement différente de celle qui a été menée par Emmanuel Macron, de par leur culture politique, de par leur formation, de par les alliances même qu'ils ont contractées les uns et les autres. Enfin, je veux dire, Gérald Darmanin, que je sache, il était dans des gouvernements qui avaient la même couleur que ceux de Valérie Pécresse. Moi, je vous le dis, j'ai pas l'impression qu'il y ait une très très grosse différence. Alors le jeu de Valérie Pécresse, ça va être tout au long de la campagne de se positionner justement comme quelqu'un qui incarne une droite plus dure, etc. Mais je ne suis pas sûr que ça soit facile d'abord pour elle, et je ne suis pas sûr que ça soit ce qui va convaincre les Français de voter. Il est certain que ni Le Pen ni Zemmour ne vont lui faciliter la tâche sur ce point-là.